Notre invité du journal comme annoncé, le professeur Roger Armand Makani. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes professeur titulaire des universités, vous êtes le promoteur et directeur général de l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises. C'est la toute première école du Congo à être accréditée par le CAMES. Et puis vous venez de publier un ouvrage sur le Congo et le coronavirus intitulé « Expérience du coronavirus au Congo, quelles leçons à tirer pour l'avenir ?» La Covid-19 est encore d'actualité, il y a 4 mois à peine 120 jours, professeur, et déjà une publication. La première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir à quel moment avez-vous écrit ce livre? Merci beaucoup pour votre invitation. Comme vous le savez, nous avons été confinés, et pendant le confinement, il fallait bien s'occuper. Eh bien, ça a été pour moi une occupation que de pouvoir produire ce livre. Le coronavirus est donc d'actualité, je l'ai dit, professeur, mais ceux qui nous suivent, ceux qui vous regardent sur Vox doivent certainement se poser l'action de savoir, est-ce que ce n'est pas trop tôt? Le professeur Roger Armand Makani n'a-t-il pas été trop pressé? Et c'est la même question que je vous pose. Bon, effectivement, comme vous le savez, le corona est arrivé à Brazzaville le 14 mars, et nous sommes tous pris dans ce processus de la Covid-19, le matin, l'après-midi, le soir, on ne parle que de ça. Et il est clair qu'à un moment donné, on va tout oublier. On ne saura même pas quand est-ce que ça va commencer, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, l'objectif, en fait, c'est d'immortaliser tout ce que nous avons vécu depuis l'arrivée du coronavirus au Congo, depuis le 14 mars. Comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Voilà. Finalement, professeur, quelle a été votre méthode pour écrire ce livre? J'imagine, et vous allez me le certifier ou pas, que vous aviez certainement blanchi des nuits. Bon, ce que j'ai fait, c'est constater. Voilà, d'abord constater. Ensuite, analyser. Analyser. C'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi. Et puis, faire des propositions. Voilà, donc, constater, analyser, proposer. Voilà la méthode que j'ai effectivement suivie. Et oui, c'est vrai que quelquefois, il a fallu blanchir des nuits. Et c'était pas facile. Ben non, mais c'était passionnant. J'ai relevé, professeur, que votre ouvrage a 4 chapitres. Vous parlez aussi bien de la prévention, la protection, la précaution, vous l'aviez dit, qui ont fait l'objet d'une observation de votre part, voire d'une analyse. Puis vous chutez par le 4e chapitre. Quelles leçons à tirer pour l'avenir? En quelques mots, professeur, que doit-on retenir de chaque chapitre? Bon, alors, le fil directeur, ça a été en fait d'abord les 4 déclarations faites par le gouvernement, le 14 mars, le 16 mars, le 18 mars et le 21 mars. Vous voyez vous-même que là, le gouvernement est intervenu pratiquement en une semaine, 4 fois. Ensuite, il y a eu le message à la nation du président de la République le 28 mars et le 30 avril pour annoncer d'une part l'état d'urgence et le 30 avril pour annoncer la prorogation de l'état d'urgence. Donc, lorsque le gouvernement s'est exprimé le 14 mars pour la première fois, eh bien, il a édicté des mesures. Voilà, ces mesures, c'est ce que l'on a appelé les gestes barrières. Et ces mesures-là rentrent dans le cadre de la stratégie de la prévention. Se laver les mains, voilà, ne pas se saluer, tousser dans le coude, voilà, ne pas toucher n'importe quoi. Donc voilà, ça c'était la prévention. Mais en même temps, comme c'était un cas importé, le cas du coronavirus du 14 mars, c'était un cas importé, c'est-à-dire de quelqu'un qui venait de l'étranger, eh bien le gouvernement a dit qu'il allait faire extrêmement attention désormais à tous ceux qui viendraient par avion, Air France, Ethiopian, etc. Et ensuite, le gouvernement est intervenu le 16 mars. Parce que le 16 mars, il y a eu encore un cas importé de coronavirus. Et là, donc, le gouvernement, voyez-vous, a, pour ainsi dire, changé de braquet. Il a annoncé pratiquement 10 mesures, des mesures de protection. Donc, on a changé de stratégie, on n'était plus dans la prévention, ou disons que la prévention était toujours là, mais renforcée maintenant par la stratégie de la protection, des mesures de protection, une dizaine de mesures. Et le 18 mars, il y a eu encore un cas importé, et alors le gouvernement a complété les mesures du 16 mars, et le 21 mars, on était à 4 cas. Et là, le gouvernement a encore annoncé d'autres mesures. Bon, des mesures qui finalement
n'étaient plus des mesures de protection, mais des mesures qui rentraient dans le cadre de la stratégie de la précaution. Voilà, et qui concordaient avec le message du chef de l'État du 28 mars. Donc, avec l'état d'urgence, le confinement, etc. Donc, voilà un petit peu les différentes stratégies que le gouvernement a mises en place. Et le dernier chapitre, donc c'est le chapitre 4, où j'essaie de tirer des leçons pour l'avenir. Voilà. On a vécu avec le Covid, on vit avec le Covid. Quelles leçons on peut en tirer? Qu'est-ce que les leçons on peut en tirer du point de vue sanitaire, du point de vue économique, du point de vue numérique, du point de vue de la gouvernance, du point de vue social? Donc, voilà, quelles leçons on peut tirer? Voilà un petit peu les 4 chapitres. Lorsque je lis la 4e de couverture de votre livre, professeur, vous écrivez ceci: ce livre analyse la riposte du gouvernement qui n'est pas allé les yeux bandés au combat contre la Covid-19. Il s'est appuyé sur les stratégies de prévention, de protection et de précaution. Vous l'aviez dit. Et puis vous ajoutez, les mesures prises ont permis de contenir la pandémie. Alors là, on marque une pause. Professeur, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y avait rien à redire sur toutes ces mesures? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement ou peut-être mieux? Quelle est finalement l'expérience à retenir de l'ensemble de ces mesures? Bon, c'est vrai que tout travail scientifique a un regard un petit peu critique aussi sur ce qui se fait dans le but justement d'en tirer des leçons, d'en tirer une certaine expérience. Bon, ce que je peux déjà constater, ce que j'ai constaté, c'est que les 4 déclarations du gouvernement, celle du 14 mars, celle du 16 mars, celle du 18 mars, celle du 21 mars, et même le message à la nation du président de la République du 28 mars, ne fait pas référence, par exemple, au comité des experts. Voilà, au comité des experts. Le seul moment où on fait référence au comité des experts, c'est c'est dans le message à la nation du 30 avril. Voilà, donc lorsqu'il s'agit de proroger l'état d'urgence qui a été annoncé par le président de la République le 28 mars. Donc la première fois où l'on entend parler du comité des experts, c'est le 30 avril. Voyez-vous? Donc je pense que ça aurait été peut-être bien que ce comité des experts existât. Voilà, peut-être dès le 14 mars. Tout à fait. Voyez-vous? Dès le 14 mars. Donc la mesure est venue, mais elle n'est arrivée que finalement le 3 avril, de manière pratique. Voilà, c'est le 3 avril que le comité des experts vraiment a pris ses fonctions. C'est le 3 avril que le président du comité des experts a été nommé. C'est le 3 avril que le vice-président a été nommé. Donc le professeur Yala, président, le professeur Abena, vice-président. C'est le 3 avril qu'ils ont été nommés. Donc, et le président en parle pour la première fois dans son message à la nation le 30 avril. Voilà. Donc voilà par exemple une mesure. Bon, une autre mesure aussi qui aurait pu être prise, c'est lorsque le gouvernement a proposé des mesures de protection. C'était le 16 mars. Il y a eu 10 mesures de protection. Bon, parmi les 10 mesures de protection, curieusement, il n'y avait pas le masque, le port du masque, alors qu'on dit bien que c'est un masque de protection. Voyez-vous? Donc on aurait souhaité quand même que le 16 mars, lorsque le gouvernement a édicté toutes les mesures relatives à la protection, donc il y ait aussi le masque. Tout à fait. Voyez-vous? Bon, heureusement que ça a été rattrapé après le 30 avril, bon, dans le cadre du message à la nation, mais vous voyez que ça aurait pu être fait depuis ce moment-là. D'autant plus que en Afrique centrale, à cette époque-là, du 16 mars, 18 mars, en Afrique centrale, le Congo était le seul pays où le masque n'était pas obligatoire. Dans la CEMAC, le Congo était le seul pays où le masque n'était pas obligatoire. Voyez-vous? Donc voilà par exemple des choses que l'on pourrait corriger si tant est que le virus devait repartir. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs théories qui sont évoquées, le virus qui pourrait faire une deuxième vague, etc. Bon, à ce moment-là, faisons attention. On sera mieux aguerri. Voilà, on sera mieux aguerri. Professeur, votre livre s'arrête au moment où le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Clément Mamba, fait son annonce du 16 mai 2020 sur le déconfinement progressif et par palier. Cela ne veut pas dire que vous n'ayez pas eu d'idée à cette période-là, mais je m'en vais quand même vous poser 2 questions que j'ai pris le soin de bien noter. Quel est le danger ou les dangers à éviter dans le déconfinement progressif et par palier? Ça, c'est de 1. De 2, comment pourrait-on mener ce déconfinement progressif et par palier au niveau de l'enseignement supérieur, puisqu'au niveau du primaire et du technique, c'est engagé depuis le 2 juin.
Et vous voyez bien que nous sommes là dans l'actualité. Merci, monsieur le journaliste. Bon, le danger qu'il faut éviter, c'est le syndrome de l'hospitalisé ou de l'opéré. Le syndrome de l'opéré. C'est-à-dire pour ça. Bon, quand quelqu'un est opéré et qu'on lui dise il faut quand même maintenant commencer à marcher, il faut commencer à marcher. Souvent la personne a peur. Vous se dit vraiment j'ai peur de commencer à marcher. Bon, parfois on lui dit aussi il faut reprendre à manger. Tu as mangé de la bouillie tout le temps où tu étais opéré. Là maintenant il faut reprendre avec le manioc ou avec le foufou. Il a peur. Voyez-vous, donc c'est le syndrome là de l'opéré. Et il faut éviter ce syndrome-là. Donc, regardez autour de nous, les gens sont dans le déconfinement. Vous suivez l'actualité, vous voyez que les gens sont maintenant à la plage, les gens sont dans les restaurants, ils ont commencé dans les autres pays, etc. Bon, l'activité reprend. Il ne faudrait pas que nous en soyons en retard, que l'on reste toujours là dans le confinement. Voyez-vous, comme un confort. Bon, on est content, on est confiné, on reste dans le confort du confinement. On a peur de se déconfiner. Non, il faut qu'on aille au déconfinement. En Europe, là-bas, ils savent que désormais, il faudra vivre avec le virus. Nous aussi, ici, au Congo et en Afrique, on doit savoir qu'on doit aussi vivre avec le virus. Voyez-vous ? Mais il ne faut pas qu'on reste, comme je l'ai dit, dans ce syndrome-là de l'opéré. On veut rester à la bouillie, on veut rester couché, etc. Donc, voilà le danger. Donc, on doit déconfiner, c'est-à-dire que la vie doit reprendre, mais on doit savoir que c'est avec le virus. Voilà. Et sur cette question-là, justement, puisque vous me donnez cette occasion, les masques que nous portons, les masques de protection ne sont pas tous des masques qui protègent. Voyez-vous, il y a des masques qui ne protègent pas du tout. Voyez-vous, et ça, ici, il faut qu'on y insiste là-dessus. Voyez-vous, ailleurs, les masques sont homologués. Bon, nous, il y a des masques que l'on a distribués, que l'on distribue à tout vent, et qui ne sont pas homologués du tout. Donc, celui qui porte le masque pense qu'il est protégé, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Voyez-vous, et c'est ce qui fait que peut-être on a la contamination qui continue d'augmenter dans certains de nos quartiers, alors qu'en réalité, si on donnait des vrais masques, eh bien, on pourrait s'en sortir. Donc, il faut que de ce point de vue-là, que l'État commande vraiment des vrais masques et que l'on donne à tout le monde des vrais masques. Voilà. Certains portent des masques chirurgicaux, parce que ce sont des vrais masques. D'autres, c'est des chaussettes. D'autres, c'est des bouts de tissu, et ça ne protège pas. Tout à fait, professeur. Voilà. Une toute dernière, quand j'ai lu votre livre, vous dites coronavirus menace, oui, mais coronavirus opportunité. Opportunité pourquoi ? Bon, mais le coronavirus est une opportunité parce que le coronavirus nous a révélé nos faiblesses. Mais pas simplement au Congo, mais dans tous les pays. Donc des faiblesses au plan sanitaire. Bon, on a par exemple des services de réanimation où il manque des lits. Voyez-vous ? Donc faisons un effort d'avoir plus de lits dans nos services de réanimation. Vous savez que le Congo a eu cette chance, et même l'Afrique d'une façon générale, de n'avoir que des cas légers. Voilà, des cas de coronavirus légers. Donc, qui ne nous obligeait pas forcément d'envoyer les gens en réanimation. Mais, Dieu merci, mais si on avait 100 personnes qu'il fallait envoyer en réanimation, où sont les lits ? Il n'y en aurait pas. Voyez-vous ? Donc, profitons maintenant de cette leçon-là pour vraiment améliorer nos services de réanimation. Vous avez vu que les mesures barrières, c'est laver les mains régulièrement, tous les jours. Tout à fait. Bon, profitons maintenant de ce coronavirus-là pour tirer des leçons, qu'il faut qu'on ait de l'eau partout. Dans tous nos quartiers, dans tous nos villages, dans toutes nos maisons. C'est ça la leçon. Vous avez vu par exemple qu'on a essayé de faire des cours à distance avec la télé, etc. Mais il y a des quartiers où il n'y a pas la télé, parce qu'il n'y a pas le courant. Donc, profitons de cette leçon-là pour, pouvez-vous, mettre le courant partout. Et ainsi de suite. Il y a donc des leçons que l'on peut tirer sur tous les secteurs. Sur Internet. Voilà, sur l'Internet, sur le numérique. Vous voyez, par exemple, là, le gouvernement. Grâce à Covid, le gouvernement a fait des conseils des ministres par visioconférence. Tout à fait. Voyez-vous, voilà une leçon. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Mais maintenant, il faut généraliser cela. Que ça ne se limite pas simplement au gouvernement, mais que même dans les entreprises, dans les écoles, qu'on puisse faire des visioconférences. Voilà. Et donc, il y a des leçons à tirer. Tout à fait, professeur. Moi, j'ai eu la chance de parcourir ce livre, mais ceux qui ne l'ont pas lu, qui voudraient s'en procurer, qu'est-ce qu'ils font? Le livre est disponible à la bibliothèque de l'SGAE. Et puis, je crois que d'ici là, on pourra le trouver également dans les rayons de nos librairies. Et il pourra coûter combien? Vous savez, dans le contexte actuel, je crois que 2000 francs, 3000 francs, ça sera la fourchette.
Merci beaucoup, professeur. Y a-t-il des choses que vous auriez souhaité dire qui n'ont pas été dites tout au long de notre entretien? Vous m'aviez posé, je crois, une question à laquelle je n'ai pas répondu sur l'enseignement supérieur et le confinement. Voilà, le confinement. Voilà. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il y a d'abord une volonté du ministre de l'enseignement supérieur d'éviter l'année blanche. Et je crois que ça, c'est une très bonne chose. Il faut éviter l'année blanche. Bon, pour éviter l'année blanche, il faut qu'on profite effectivement du déconfinement progressif et par palier. Ceux qui peuvent commencer, ceux qui peuvent reprendre, les écoles qui peuvent reprendre, qu'elles reprennent. Voilà. Je crois qu'il y a c'est lié à des effectifs. Il y a des écoles qui ont des effectifs relativement supportables, où on n'a pas besoin vraiment de faire des pieds et des mains pour dédoubler les salles de classe, etc. Il y a des écoles qui ne fonctionnent pas dans des grands amphis. Donc ces écoles-là, je crois qu'il faut les encourager à démarrer. Même à l'université Mayangwabi, il y a par exemple des écoles du genre ISG, Institut supérieur de gestion, qui manipulent des petits effectifs. Donc c'est des écoles des instituts qui peuvent démarrer. Je crois qu'il ne faut pas attendre. Sinon, ce sera le syndrome, comme je l'ai dit, du malade opéré. De l'opéré. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes M. Roger Armand Makani, vous êtes professeur titulaire des universités, promoteur et directeur général de l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises, la toute première école du Congo accréditée par le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur, en cycle CAMES, et vous venez de publier un ouvrage intitulé « L'expérience du coronavirus au Congo, quelles leçons à tirer pour l'avenir ?» Professeur, merci beaucoup. Merci bien. Au revoir à tous et je vous laisse en compagnie de Christian Zedang-Lenyongo pour la suite de notre programme sur Vox TV. Moi, je vous retrouve demain, 19h, fidèle au poste. Au revoir.